Bonjour à toutes, Bonjour. très heureux de vous retrouver dans ce beau colloque, etc., pour partager un propos qui s'inscrit dans le domaine de la didactique des langues et qui est nourri à partir de deux projets, notamment autour de la citoyenneté numérique, de la littérature numérique, donc e-langue citoyen et Linguanum, auquel aussi, pour le dernier, euh, notre administratrice provisoire a participé. On l'avait emmenée avec nous, hein, voilà, on n'avait pas la laisser. Et voilà, et puis ben, c'est parti. Alors, c'est une communication didactique des langues, on le dit, hein, clairement. Hein, s'il est important de quitter la salle, hein, puisque c'est très axé didactique des langues, même si ça déborde de la didactique des langues. Donc, l'idée de commencer, c'est un petit peu de regarder, et c'était ce qui était derrière les deux projets, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en didactique des langues, en gros, depuis l'apparition d'Internet. Alors, évidemment, pas tout ce qui se passe, mais d'observer certains aspects et de se dire qu'en didactique des langues, on a eu, au moment de l'émergence d'Internet, donc dans les milieux des années 90, un foisonnement de littérature, notamment autour d'un premier colloque sur le numérique en éducation aux langues à l'Université d'Hawaï, sur ce que certains ont appelé le fantasme de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de publications qui sortent et qui se disent, ben, avec Internet, les élèves vont pouvoir communiquer avec tout le monde, partout dans le monde. Ils vont pouvoir partager avec des personnes réelles dans le monde et ça va permettre d'avoir plus d'authenticité dans la communication. C'est vraiment trois termes qui reviennent, l'ouverture des personnes réelles et l'authenticité de la communication. Et on le retrouve, là on a mis deux exemples, on aurait pu mettre aussi un exemple en français, on le retrouve tout autant dans la littérature spécialisée anglophone que dans la littérature francophone et germanophone. C'est vraiment quelque chose qui traverse la littérature, cette idée que Internet va permettre plus d'authenticité et d'ouverture vers l'extérieur et l'extérieur du monde éducatif, le monde réel. Alors si on regarde ensuite ce qui s'est passé, ça c'était les années 90 en quelque sorte. Et si on regarde ce qui s'est passé vraiment dans l'évolution de la didactique des langues dans les années qui suivent et jusqu'à maintenant. Alors on voit que cette ouverture, en fait, elle est partielle. On voit beaucoup de projets qui se développent, de ce qu'on avait appelé des projets de télécollaboration. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de télécollaboration en langue? C'est on fait travailler deux classes distinctes, je schématise un petit peu, une apprenant la langue de l'autre et on les fait travailler ensemble. Donc, on va faire travailler une classe des États-Unis qui apprend le français avec une classe de France qui apprend l'anglais et on va leur donner des tâches à faire ensemble. Certains, comme Lamy et Zourou, ont dit mais finalement ça change pas grand-chose. Ce qu'on a fait, c'est comme si on avait abattu le mur entre deux classes à distance, mais on reste dans le milieu éducatif et on ne change pas foncièrement la donne interactionnelle de la chose. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est l'ouverture dans le sens de la classe vers le monde, au sens de, depuis la classe, on va aller voir le monde, on va aller chercher de l'information sur Internet, on va aller regarder des vidéos, on va écouter des chansons, etc. Donc il y a une sorte d'ouverture, mais dans cette direction-là. Et puis il y a peu, finalement, d'ouverture où on va vraiment dans le monde extérieur, où on se dit on va vraiment communiquer avec d'autres personnes dans le monde extérieur. On fait venir le monde extérieur dans la classe, mais on n'y va pas vraiment. On le regarde, mais on n'y va pas vraiment. Donc c'était cette question-là qui est au cœur de ce qu'on a prévu aujourd'hui de vous parler et donc d'essayer d'expliquer ce pourquoi est-ce qu'on observe ça et pourquoi est-ce qu'on n'observe pas la mise en œuvre du fantasme. L'une des premières raisons qui amène à ce que finalement il n'y ait pas cette possibilité ou cette difficulté à faire entrer le monde de la classe, de l'école avec le monde extérieur, le monde réel, bah c'est l'essence même de ce qu'est la structure scolaire. Elle a toujours eu du mal à s'ouvrir vers l'extérieur parce que cette ouverture, par essence, va à l'encontre de ce qu'elle est, qui est finalement quelque chose qui est cloisonné, qui est fermé, qui est maîtrisé, qui est sécurisé. Donc ça, c'est l'une des premières raisons qui peut expliquer cela. Et cette réalité ne date pas de maintenant avec le numérique, mais elle existait, puisque cette volonté d'associer la pratique scolaire à la pratique sociale élargie, ben, elle date déjà depuis longtemps. Elle existait avec notamment les mouvements de l'école freinée,
où la volonté était de permettre à des apprenants de sortir de l'école à travers des productions. Alors, comme on est en didactique des langues, on a pris 3 exemples, le journal scolaire, la correspondance scolaire. Le journal scolaire ouvert non pas à la classe ou à l'école, mais ouvert dans le quartier ou des choses comme ça. Une correspondance scolaire où on va faire peut-être un autoportrait, non pas pour le maître, mais on va le faire parce qu'on va se présenter avec la personne à qui on va scolariser, puis des classes transplantées, aller ailleurs pour rencontrer des personnes et produire donc des productions langagières, écrites ou orales, pour rester dans notre domaine, qui ont du sens parce qu'elles sont dans la vie réelle, préparer un voyage, prendre des contacts, etc., écrire. En l'occurrence, à l'époque, c'était sur ce type de domaine. Qu'est-ce qui oppose aussi la forme scolaire à la participation en ligne? Trois grands axes sur lesquels on va revenir. Les différences de pratique scolaire, d'abord dans un premier temps, qu'il y a entre la classe, l'école et le réel. Ensuite, les relations au pouvoir et ensuite le rapport au savoir. À travers les quelques exemples qu'on vous a dit, donc c'est pas la forme scolaire, donc séparation des autres avec les autres pratiques sociales au moment de l'action, on produit, mais on est vraiment dans l'espace de la classe, alors que dans la vie réelle, on fait des tâches qui correspondent à une réalité sociale qui est autre que celle de l'école. L'école, effectivement, est un espace social qui a sa raison d'être, mais il est limité, il est dans des cadres. On a, par exemple, à l'école, un lieu spécifique séparé des autres pratiques sociales, alors qu'on est sur les participations en ligne, dans un autre espace, sur une plateforme, etc. Donc, c'est un lieu hors monde éducatif que l'institution éducative ne possède pas et ne contrôle pas. On va voir pourquoi on parle tout à l'heure après de la dimension de pouvoir, c'est-à-dire que ça se passe ailleurs et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, il y a du mal à faire cette passerelle entre ces deux mondes. Il y a aussi, d'un côté, des risques qui existent davantage donc dans cet espace qui n'est pas maîtrisé comme la classe, alors que la classe, il y a un cadre déjà physique, mais un cadre institutionnel qui permet, a priori, de maîtriser un certain nombre de risques, etc. Pour revenir à notre numérique qui est rentré dans les écoles, au tout début, quand il y avait ça, c'était véritablement, on devait passer par des choses qui étaient au rectorat. D'accord? Et donc, ça limitait finalement des pratiques sociales qui étaient proches des usages sociaux que pouvaient avoir les apprenants, etc. La dimension, la relation au pouvoir, la forme scolaire, on est dans un cadre codifié, avec donc une relation sociale d'apprentissage, alors que dans une participation en ligne, on est davantage sur une relation de pouvoir qui est horizontale. Il n'y a pas une relation de pouvoir entre le maître et l'élève, on est tous membres d'une communauté participative. On a, d'un côté, on a l'enseignant sachant et l'apprenant vide, même si c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est finalement comme ça que c'est vu bien souvent dans le fonctionnement de l'école, alors qu'on est davantage dans un apprenant sachant, puisque on n'est pas là avec un maître, on est là avec des pairs dans un espace extérieur. Il y a un caractère obligatoire à l'école. Quand on veut aller sur l'espace social mutualisé, sur une plateforme collaborative, on a une participation fondée sur le volontariat. Et au niveau de l'évaluation, si en classe l'évaluation elle est faite par le maître, par l'enseignant, dans l'espace justement ouvert, elle est faite par les pairs, elle peut être faite par des modérateurs au départ par rapport à une production qu'on va partager, mais elle est faite par les pairs qui vont commenter, rajouter des choses, voilà, tout un ensemble de choses par les pairs usagers, la communauté en ligne. Et ensuite le rapport, la dimension des savoirs. D'un côté, on a une forme scolaire où les savoirs sont codifiés, sont dans des programmes, ils sont vraiment institutionnalisés. Donc, on doit faire, en CE1, on doit faire telle chose, en CE2, on doit faire telle chose, en 6e, etc. Alors que dans la participation, en ligne, les savoirs ne sont pas structurés. C'est plus des projets de production qui vont mettre en jeu un certain nombre de savoirs. Si je veux produire un énoncé sur une plateforme, faire une recette, par exemple, sur une plateforme collaborative où je vais présenter une recette de Mayotte, de la Réunion, dans un espace de recettes, c'est finalement ça qui est mon objectif. Et donc, je vais travailler les besoins linguistiques au service de tout ça et au service aussi des échanges qu'il pourrait y avoir si c'est en plus un espace où il y a des possibilités de faire des commentaires, etc., et de répondre. D'un côté, je reprends un dernier exemple. D'un côté, on a aussi la prévalence d'une langue écrite codifiée, normatisée. Donc, c'est plutôt la norme dans l'espace scolaire alors que de l'autre côté, c'est plutôt le fond. C'est-à-dire, finalement, pourquoi j'écris, pourquoi je parle, pourquoi je communique. Pas pour avoir une note, pas pour pouvoir être validé, mais je le fais comme dans l'usage de la vie réelle. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a deux espaces. Et donc, on voit bien que l'un des problèmes, c'est que ces espaces qui sont séparés, il va peut-être y avoir la nécessité de créer des passerelles.
Alors peut-être pour revenir sur ces tableaux qu'on a fait, comment est-ce qu'on les a créés. D'un côté à gauche, vous avez une sorte pas une revue de la littérature, mais en fait de voir les grands axes de définition de ce qui a été appelé la forme scolaire, hein, donc avec Laïr, Reuter, etc. Et en face, on a essayé de mettre ce que disent les spécialistes qui se sont intéressés à la participation d'apprenants de langue informelles sur des plateformes, notamment des plateformes de fanfiction où on réécrit des histoires à partir de ces héros de façon collaborative, les chroniques adolescentes ou sur Wikipédia ou des choses de ce genre-là. Donc, on a essayé de voir justement d'opposer, de montrer ces contrastes entre les deux mondes, le monde de la forme scolaire et le monde de l'informel, même si j'aime pas l'informel parce que en fait il y a aussi une forme sur chacun des sites sur lesquels on participe. Donc là on va passer à la partie peut-être un peu plus pédagogique, didactique, de se demander mais comment est-ce que, comme disait Thierry, comment est-ce qu'on peut créer des passerelles et peut-être aider les enseignants à aller vers cette ouverture et à emmener leurs élèves vers le monde extérieur, dans le monde extérieur, tout en ne froissant pas trop la forme scolaire. Puisqu'en fait, c'est ce que disent la plupart des chercheurs. L'un des problèmes, c'est que l'insécurisation des enseignants. Alors, parmi ces trois voies, il y en a trois qui ont été globalement explorées par la recherche. Il y a une voie, je dirais la voie extrême. La voie extrême, c'est une voie qui est portée par Steve Sohan, qui est un grand spécialiste de la question et qu'il appelle Rewilding Education. Ça vient de Hutchins, son livre sur Learning in the Wild. Donc, Learning in the Wild, le wild, c'est le monde en dehors de l'institution éducative. C'est tous les apprentissages qui se font en dehors de l'institution éducative. Et donc, il dit, ben voilà, il reprend ce rewilding aux sciences de l'écologie, en fait, le réensauvagement de l'espace. Et il dit, ben voilà, on va proposer aux élèves, aux apprenants d'aller faire quelque chose dans l'espace et on va les laisser libres de faire comme ils veulent. Donc, c'est vraiment, on ouvre complètement et on les laisse libres. Ce qui, à mon avis, alors c'est très intéressant parce que ça remet en cause complètement la forme scolaire. Moi, c'est ce que j'y trouve intéressant et c'est la voie qu'on a eue dans le projet e-langue citoyen, cette ouverture de dire, voilà, on vous propose une tâche, on propose quelques éléments de guidage, un petit peu comme le task-based language teaching qui est très vers une émancipation, une égalisation des rapports de pouvoir et où l'élève, l'apprenant, a une grande liberté d'action. Donc ça, c'est la version j'ouvre complètement et qui semble pour l'instant encore rencontrer des réticences au niveau des enseignants parce que c'est une remise en cause complète de ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, comment Ellis, qui est le pape de ce task-based language teaching, est en Nouvelle-Zélande. Il assure la formation de quasiment tous les enseignants de Nouvelle-Zélande. Et il a fait, il n'y a pas très longtemps, un article pour voir comment est-ce que les enseignants appliquaient ce qu'ils avaient vu. Et en fait, ils se rendent compte que la majorité n'applique pas parce qu'ils reviennent sur des choses qui les rassurent, la grammaire notamment. La deuxième possibilité, c'est la transposition. C'est-à-dire, on va se dire, on va aller voir ce qui se fait sur Internet, quel type d'activité les jeunes notamment ont sur Internet, et on va leur proposer de faire la même chose dans la classe. Mais pas du tout sur Internet. L'exemple, c'est les chroniques adolescentes en France, notamment, hein, avec plusieurs collègues qui travaillent sur ces questions-là, de se dire, ben, on va aller voir comment est-ce que les jeunes écrivent ces chroniques sur Internet. Si vous connaissez pas, ça vaut le coup. Hein, les chroniques adolescentes, c'est fantastique. C'est des adolescentes essentiellement qui parlent de leur vie au lycée, de leur vie amoureuse, etc. Et qui sont suivis par plein d'autres, avec plein de commentaires, etc., dans une langue qui est une langue bien particulière. Notamment, il y a beaucoup de personnes issues d'un background d'immigration, comme on dit maintenant, et donc ce mélange entre les langues, c'est extrêmement intéressant. Et on va proposer aux élèves de faire la même chose en classe. Un petit peu comme on le faisait maintenant, on sait que dans la vie réelle, on fait ce genre de choses et on demande aux élèves de le faire dans cette situation-là. Mais c'est pas une véritable ouverture. C'est une ouverture à des nouvelles pratiques, mais pas une ouverture sur le monde, nous semble-t-il. Donc la troisième voie, c'est celle que nous, sur laquelle on travaille et qu'on va essayer de vous présenter rapidement aujourd'hui.
et ce qu'on appelle donc les tâches ancrées dans la vie réelle et comme des objets passerelles entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tâche ancrée dans la vie réelle? Ça devrait le faire. C'est une tâche qui se réalise en dehors du monde éducatif. Autrement dit, le destinataire n'est pas dans le monde éducatif. Donc, c'est une tâche en ligne sur un site de ce qu'on appelait Web 2.0, un site participatif. Alors, ça peut être Wikipédia, ça peut être l'espace de commentaires sur un journal en ligne, ça peut être un forum, ça peut être plein de choses qui existent sur Internet. Donc, on s'adresse à un public réel, je laisse réel entre guillemets, hein, parce que l'école est tout aussi réelle que le reste. Donc, on s'adresse à un public réel en dehors de l'espace éducatif. Et il y a un enjeu réel. Il va y avoir une évaluation. On l'a testé avec des étudiants. En fait, on poste une recette sur un forum, on reçoit une réponse. Mais la réponse, c'est jamais « t'as oublié un S à aubergine ». C'est « ah, moi, j'ai mis moins d'aubergine, j'ai mis plus de… » et c'est meilleur. Hein. Donc, on voit que là, l'authenticité, justement, peut revenir, l'authenticité de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une tâche. Donc, on n'abandonne pas les élèves, mais on va les accompagner. Et c'est ça, justement, qui nous permet de faire ce qu'on appelle un double ancrage, et donc de créer des passerelles entre ces deux mondes. D'un côté, un ancrage dans la vie réelle, et j'ai mis informel, entre guillemets, au sens de informel qui est hors forme scolaire, mais qui est dans une autre forme, hein, tout à fait. Hein, donc, ah bah oui, tout a avancé, mais il faut que j'avance au même rythme, sinon je ne vois pas ce que je vais raconter. Voilà, donc on est au sein d'interactions sociales qui dépassent le cadre éducatif. On les fait agir comme d'autres adolescents ou comme des adultes sur des sites qui s'adressent à des personnes réelles, normales, en quelque sorte. C'est pas à l'enseignant, c'est pas aux autres pairs. Donc, on a des tâches qui sont définies ou qui sont redéfinies dans la forme scolaire, mais qui sont prises du monde réel. Si on les fait participer à Wikipédia, c'est ce qu'on demande de faire sur Wikipédia, qu'on leur demande de faire. Il y a un enjeu social, on le disait, et une authenticité. Et puis, de l'autre côté, il y a l'ancrage, justement, qui nous semble intéressant. On va aller dans les pratiques éducatives. Donc, on va proposer un accompagnement, on va proposer un scénario pédagogique qui va leur permettre de s'approprier, en quelque sorte, ce genre de tâches à l'extérieur. Et on va retrouver ce que nous, on appelle aussi l'authenticité de la situation d'éducation. En langue, vous savez, on a le paradoxe qu'on appelle du cours de langue, c'est que la langue est le moyen et en même temps le but. Et donc, l'enseignant fait souvent semblant de communiquer avec les élèves. Donc là, en fait, s'il va communiquer avec les élèves, c'est pour les aider à apprendre, c'est pour les aider à réaliser la tâche. On va se retrouver vraiment dans j'ai mon rôle de prof, tu as ton rôle d'apprenant, et on va travailler ensemble. Oups, donc voilà. Donc, les tâches ancrées dans la vie réelle, finalement, on les propose comme des objets passerelles parce que finalement, depuis le début qu'on est dans le colloque, on a vu qu'il y avait des marges et que souvent, le problème, c'était pas qu'il y ait des marges, qu'il y ait des espaces, on va dire, moins marginaux, c'était de faire des liens. Pourquoi des fois des choses ne marchent pas? Parce que justement, on n'arrive pas à alimenter ce lien, cette liaison, de faire de cette frontière. Finalement, c'est une frontière barrière, alors que ça devrait être une frontière, c'est un point d'ouverture. Donc, c'est la proposition qu'on préconise avec, comme l'a dit Christian, c'est une action qui se situe donc dans des espaces qui ne sont pas scolaires, mais qui sont, on va dire, maîtrisés, accompagnés dans l'espace scolaire. Donc, on a cet équilibre entre risque et difficulté qui posait souci, souvent, justement, tout à l'heure, quand on l'a vu, on maîtrise un espace, on maîtrise un milieu, alors que dans un autre milieu, on ne le maîtrise pas. Il y a véritablement une concomitance, et ça c'est important, de l'apprentissage dans l'espace réel et dans l'espace scolaire, puisqu'on se rend compte quand on est dans l'apprentissage des langues, finalement, un apprenant, il apprend une langue, souvent, il parle la langue avec le professeur, et il est uniquement en situation d'apprenti, il n'est pas en situation d'usager. Donc là, on essaie de travailler sur cette double dimension, apprentissage et être un usager des langues, puisqu'on va communiquer avec des personnes du monde réel, comme a dit Christian. Une prise en compte par l'école de ces pratiques numériques qui à la fois sont langagières et autres. Ce sont des pratiques donc de type authentique. On avait vu tout à l'heure avec Célestin Freinet que c'était une volonté aussi de travailler sur des situations les plus authentiques possibles. C'est-à-dire que quand on apprend une langue, finalement, c'est pourquoi? C'est pour communiquer, c'est pour être avec des locuteurs,
pour partager des informations. Et on utilise là, finalement, les pratiques sociales des apprenants. On a donc une simultanéité de l'apprentissage dans l'action. Si je suis dans l'action, je suis un usager, je produis quelque chose, je suis véritablement dans une approche de type socio-interactionnel, d'accord? Et puis une reconnaissance finalement, et ça je crois que c'est pour nous quelque chose d'important, c'est que l'élève, eh ben, il est reconnu non pas simplement comme un simple apprenant, c'est à la fois un apprenant et une personne sachante qui produit finalement dans cet espace qui est géré entre l'espace scolaire et l'espace extérieur, et c'est véritablement donc quelqu'un qui développe les savoirs. Et vous pourrez retrouver tout ça, Monsieur Christian. Oui, voilà. Si ça vous intéresse, on a 2 publications qui sont en open access, complètes, gratuites. Une donc de 2021 avec 2 collègues qui travaillent au Canada et une collègue qui travaille en Irlande, qui s'appelle Formation en langue et littératie numérique en contexte ouvert, et une publication au Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, qui s'appelle Développer citoyenneté numérique et compétences langagières, puisqu'en fait, on a développé aussi derrière ces projets la notion de citoyenneté numérique et comment travailler sur la citoyenneté numérique à travers la participation en ligne. Voilà. Cette dimension citoyenneté numérique, bien sûr, elle est essentielle si on veut développer ce type d'approche. Voilà. Et ça devrait être même pas simplement didactique des langues, cette dimension de citoyenneté numérique, elle devrait être dès le plus jeune âge, travailler ou rencontrer avec les élèves ou avec les apprenants dans les différents dispositifs d'apprentissage qui existent. Vous avez le lien vers les 2 projets, le programme Millennium auquel participait aussi donc Guylaine. Et si vous êtes prof de langue ou intéressé même pour d'autres, pour les adapter, il y a plein de fiches scénarios justement proposées sur les deux sites. Au total, il doit y avoir une 90 ou 100 fiches réparties sur les deux projets. Et des scénarios de formation autonome aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette présentation. J'ai des questions, mais je connais aussi bien le projet, donc à la tête des questions, s'il vous plaît. Des remarques, des interrogations, des pensées. Oui. J'ai une question, c'est par rapport à la revue de littérature sur la forme scolaire. Je me demande s'il n'y a pas un élément aussi à prendre en compte, c'est le rapport à la nouveauté, à l'innovation, et aussi à la gestion de classe. Pour le dire autrement, j'ai le souvenir dans les années 90 de la révolution un peu du magnétoscope, qui devait aussi changer des pratiques, et un tas de cassettes qui étaient proposées. Et le problème, c'est pas tellement la cassette en elle-même, c'était le problème technique aussi. C'est-à-dire, on avait souvent à gérer des problèmes techniques, ça fonctionnait pas bien, et ainsi de suite. Et du coup, il n'y a pas que le problème technique, après vous avez la classe à gérer. Et donc, il y a cette problématique. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième problématique, c'est lié à la question de l'innovation, c'est-à-dire, c'est Marcelier qui a travaillé cette question-là, c'est qui dit, en gros, il y a des pionniers, souvent, dans l'innovation, et ils ont souvent du mal à avoir des gens qui les suivent. C'est-à-dire, ils sont faits pour un peu bizarre, une manière de faire un peu étrange, qui remettent en question la forme scolaire. Ce qui pourrait expliquer le pourquoi, notamment, les outils numériques, et ainsi de suite, on ne peut pas vraiment dans les... Alors c'est tout à fait c'est tout à fait le cas. Alors si on revient sur la notion d'innovation que moi j'utilise peu parce que souvent il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par innovation. Moi j'aime bien les spécialistes qui disent que l'innovation ne peut venir que d'en bas. En gros, en bas de la pratique et pas des universitaires qui proposent des choses. Or, c'est bien clair quand même que ce soit le TBLT, Task-Based Language Teaching, que ce soit le rewilding ou que ce soit les tâches ancrées dans la vie réelle, ça vient de l'université, pour le coup. Même si, pour le coup, les tâches ancrées dans la vie réelle, j'avais commencé avant d'être enseignant-chercheur et j'avais commencé à publier dessus, etc. Mais il y a cette difficulté, en effet, le Puren en parle, pas celui d'ici, Christian Puren, didacticien des langues. On parle beaucoup justement en disant que oui, il y a, comme tu disais, des pionniers, mais ils restent souvent seuls. Ils restent pas parce qu'il y a du mal à diffuser. Et puis ce que moi j'ai développé ne convient pas forcément aux autres. Et puis oui, tu évoques la gestion de classe.
Si vous ne posez pas la question, on vous dira quelle est la question qui nous est le plus souvent posée après, et on n'y répondra pas. Mais c'est une question qui revient en permanence, cette question des gestions de classe. Nous, on s'est vraiment intéressé aux définitions de la forme scolaire jusque début de 2010 à peu près, et on a laissé de côté les évolutions, enfin, les discussions actuelles sur la notion de forme scolaire, qui est remise en cause, pas mal. Mais ça nous semblait, comme on l'avait dans la diapositive intermédiaire, là, où je crois que c'est Reuters, ou Reuters, je sais pas comment ça dit des français, Reuters, Reuters. Je suis germanophone, donc j'ai tendance à dire Reuters. Comment qui dit que mobiliser la forme scolaire peut permettre de comprendre parfois la difficulté à aller vers le monde extérieur. Donc c'était de relire avec cette vision. Pour rebondir sur l'innovation, je vous dis, j'avais noté, c'est les travaux de Norbert sur François Stel, parce que en situation pédagogique climatique, les gens ils ne sont pas en mal d'innover, ils sont en mal de formaliser. Donc, grosso modo, il y a de l'innovation ordinaire, mais elle est à bas bruit ou elle est sous les radars, et elle ne passe pas le cap de l'appropriation progressive par d'autres, au-delà de la situation dans laquelle elle émerge, parce qu'elle n'est pas formalisée, parce que les gens ne sont pas outillés pour cela. Ouais. C'était pour pas discuter, mais abonder. Et la deuxième chose, c'est lié à une partie de la force qu'on a trouvée sur le corps. Donc, le corps, et on s'intéresse au cerveau et à la main qui écrit, ou qui tape sur l'ordinateur. Ça, est-ce qu'il y a des choses qui bougent là-dedans quand on regarde les deux colonnes de votre tableau? Est-ce que vous l'avez enquêté? Très concrètement, pendant la pandémie, on s'est dit qu'il y avait des étudiants qui faisaient la vaisselle ou qui nettoyaient ou qui repassaient leur linge en suivant le cours. C'était une autre posture, c'était une sorte de divagation du corps, et parfois même, certains nous disent ça les aidait à suivre plus longtemps. Ça, c'est le premier point. Et mon deuxième point, il est c'est un élément fondamental de la forme structurelle. C'est fondé sur l'écrit. Lire et écrire, vous l'avez dit. Et là, est-ce que le fait d'écrire, je sais qu'il y a mais le fait d'écrire sur un clavier, est-ce que ça produit ou est-ce que ça induit les mêmes fonctions, les mêmes relations, ou est-ce que ça les transforme? Alors, on sait qu'on n'écrit pas de la même façon, déjà, mais ce qui est surtout le plus grand changement, c'est, comme on dit, je crois que c'est Lahire qui en parle, de la norme codifiée. C'est là-dessus qu'on voit un gros changement. Moi, j'étais beaucoup marqué par cette étude de Cramsch et puis quelques-unes de ses doctorantes à l'époque, qui étudiait un jeune d'origine asiatique immigré aux États-Unis et qui participait à des sites de fanfiction. Et sur ces sites de fanfiction, il est totalement intégré. Mais il est reconnu même comme alors c'est toujours les mangas, il est chinois, il est reconnu comme spécialiste de culture asiatique, alors qu'il n'est pas du tout japonais, mais il a un statut, il se débrouille, il a un sentiment de compétence fantastique en anglais, et à l'école, il a de mauvais résultats en anglais, parce que la norme n'est pas la même. Donc, le fait d'écrire c'est plus, je pense, enfin pour nous en tant que didacticiens des langues, ce qui nous intéresse plus, c'est ce changement. C'est pas la même langue que la langue qui est dans la classe. Alors il y a l'effet clavier, mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il est possible de réaliser ces tâches sans informatique en classe. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait préparer entièrement et dire, ensuite il y a une saisie hors. On perd un peu des aspects de littératie numérique qui nous intéressent d'ailleurs, et qui nous intéressent en premier plan. Mais on a pensé à ça parce qu'on est à La Réunion, parce que on a aussi autour de nous pas mal de pays où avoir un équipement informatique c'est complètement exclu, et de se dire il y a aussi cette possibilité de préparer en gros hors numérique et de passer ensuite sur du numérique. Et pour rebondir, il n'y a pas que les dimensions écrites, il y a aussi dans les productions potentielles des audios, des vidéos. Et par rapport à des pratiques d'écriture, justement, on voit que les jeunes, alors que ça soit bien ou pas bien, dans leurs usages quotidiens, en fait, ils n'écrivent quasiment pas. Moi, on se moque de moi quand je prends des notes à la main ou des choses comme ça, parce que eux, ils écrivent déjà directement leur média.
le médium qu'ils utilisent, c'est tout de suite un clavier sur un téléphone, etc. Donc on utilise finalement, on essaye d'utiliser les usages de l'écrit qu'ils ont au quotidien et de pouvoir en faire, de pouvoir les utiliser en classe. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, il est vrai qu'il ça se situe avec des dimensions matérielles aussi qui posent souci puisqu'on est dans une gestion de classe qui est beaucoup plus complexe dès lors qu'on va y ajouter des objets, des espaces différents et qu'on va être, on va pas maîtriser toutes les contraintes technologiques entre autres pour reprendre les exemples que tu as donnés.